Malgré le faste, le glamour et leur statut de victimes adorées, de plus en plus de gens réalisent que les princesses Disney, ces demoiselles en détresse, sont en réalité assez sombres dans leurs films. Il y a bien plus chez une princesse que la magie, la beauté et le fait de se lancer dans un numéro musical. En fait, d'après certaines de ces théories, il semblerait que beaucoup de princesses Disney aient en réalité un côté vraiment sinistre. Je suis Brad de Wicked Binge et voici des théories sombres sur les princesses Disney qui sont vraiment tordues. Je dis qu'on tue la sorcière. Qui a tué la mère d'Ariel? Longtemps, la mort de la mère d'Ariel, la petite sirène, est restée mystérieuse, intriguant ceux qui cherchaient à savoir ce qui lui était arrivé. Cependant, il semblerait que Gaming Duelist 15 de Wattpad.com ait fait preuve de talent digne d'un détective chevronné, puisqu'il a proposé une explication plutôt convaincante qui réunit deux mondes fictifs pour trouver la réponse. Des trucs d'humains, hein? Lorsque l'on considère la possibilité qu'une autre histoire populaire pour enfants, Peter Pan, se déroule dans le même univers que la petite sirène, les choses commencent à prendre tout leur sens. Le hic, c'est que Peter Pan se déroule à une époque antérieure du même univers, à une période où la reine Athéna était encore vivante et en bonne santé. On nous montre une scène dans laquelle le navire qui a tué la reine Athéna est visible. Comparez maintenant le design du navire à celui du capitaine Crochet dans Peter Pan. Trouvez-vous qu'ils se ressemblent? Toujours pas convaincu? Eh bien, regardons le début de la petite sirène Ariel. Dans ce film, une scène montre Ariel tentant d'échapper désespérément à un navire pirate. Le capitaine de ce navire est représenté portant un chapeau à plumes assez large, très similaire à celui que porte le capitaine Crochet. Il est fort probable que ce soit la même personne. Le capitaine Crochet a tué la mère d'Ariel. Bien que la révélation que Peter Pan et la petite sirène se trouvant dans le même univers soit surprenante, savoir que les activités traîtresses du capitaine Crochet sur la Grande Mer ont conduit à la mort de la mère d'Ariel est incroyablement tragique. Je te jure, Smith, ça me rend complètement fou. Blanche-Neige meurt et le prince n'existe pas vraiment. Sans aucun doute, parmi les moments trop sentimentaux de Blanche-Neige et les Sept Nains, la scène du baiser avec le prince reste incontournable. Eh bien, il a quand même embrassé une femme inconsciente, non? #MeToo. Donc peut-être pas si sentimental que ça, mais bon, écoutez, le film a été réalisé à une autre époque, alors passons à autre chose. Quoi qu'il en soit, aussi émouvante que cette scène ait pu être, selon une théorie partagée par Andrea Hickey sur BuzzFeed, ce que nous avons vu n'était peut-être pas la vérité. Même si la scène et ses conséquences évoquent une fin heureuse à la Disney, en y regardant de plus près, on peut se demander, est-ce vraiment un « ils vécurent heureux pour toujours » ? D'après une analyse minutieuse de la succession des scènes dans le film, une perspective alternative qui a tout de même un certain poids est qu'à la fin du film, Blanche-Neige est en réalité morte. Par conséquent, le prince n'est pas vraiment vivant, il n'est qu'une métaphore de la mort. Plutôt sombre, n'est-ce pas? Pour comprendre cela, nous devons analyser certaines des scènes, et plus important encore, le symbolisme et les images qui rendront cette théorie plus plausible qu'elle ne le paraît actuellement. Comme vous vous en souviendrez au début du film, Blanche-Neige envoie une colombe blanche au prince. Le blanc est un symbole de pureté, et c'est aussi la couleur généralement associée aux anges au paradis. La ressemblance entre la colombe envoyée au prince et les anges au paradis s'accentue en rappelant que tous deux, comme les colombes, ont des ailes et peuvent voler. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais allons plus loin. Les colombes comptent parmi les espèces les plus symboliques. Dans certaines cultures, la colombe blanche symbolise l'âme libérée des contraintes terrestres. Dans d'autres courants, elle est vue comme l'incarnation de la paix intérieure et de la tranquillité. À tel point que, face à ce qui pourrait normalement effrayer, la colombe l'accepte à bras ouverts comme une étape naturelle de la vie. Bien sûr, une colombe symbolise le deuil. Cela dit, lorsque l'on garde à l'esprit ces significations symboliques attachées à la colombe, le simple fait d'envoyer la colombe vers le prince suggère de façon figurée la libération de son âme vers un autre. Elle confie son esprit au prince et marque sa transition vers un autre royaume. Mais pourquoi lui? Quel est son rôle? Le prince incarne la mort, réfléchis-y. Dans la scène d'ouverture, Blanche-Neige chante au puits et paraît vraiment effrayée par l'arrivée du prince. Peut-être qu'elle est juste timide. Ou peut-être qu'elle sent que le prince est en réalité la mort déguisée en prince, qui s'est manifestée en reconnaissant que son heure approchait. Allô? Oh! Je t'ai fait peur?
Comme c'est un film pour enfants, il vaudrait mieux ne pas représenter la mort comme la faucheuse. Les développeurs l'ont donc conçu comme un membre royal. Ainsi, lorsque Blanche-Neige lui offre une colombe blanche, c'est en réalité une métaphore pour signifier qu'elle remet son esprit aux cieux et accepte le destin que la mort lui a réservé. Qu'en est-il de la scène du baiser ? Même si Blanche-Neige semble revenir à la vie grâce au baiser du prince, c'est en réalité une métaphore de l'éveil de son esprit avant que la mort ne l'emmène au paradis. On sait qu'elle va au paradis car, au sommet d'une colline, les nuages se dissipent et révèlent un château dans le ciel. Bien que cette théorie ait une fin plutôt heureuse, c'est l'une de celles qui change radicalement la façon dont les gens perçoivent ce film. Belle a inventé la bête dans sa tête. De nombreux fans du film original de Disney, La Belle et la Bête, ont souligné les similitudes entre la bête et l'antagoniste du film, Gaston. Ces similitudes incluent leur agressivité, violence, brutalité et égoïsme extrême. Comment peux-tu lire ça? Il n'y a pas d'image. Ou du moins en observant le comportement de la bête au début. Vas-y, arrête-toi. La théorie avance qu'au début, Belle ramène le conte de fées chez elle et se laisse aller à la fantaisie. Elle épouse immédiatement Gaston avec les meilleurs vœux de son père. Après tout, Maurice complimente Gaston au début de l'histoire. Le reste du film est la fantaisie de Belle sur comment réformer son mari égoïste et borné, Gaston, qu'elle voit comme une bête. Et ce Gaston alors? C'est un beau gars. Vu certaines preuves, ça a du sens. Par exemple, aucun habitant ne se rappelle un château près de la ville, et quand Belle rencontre les personnages enchantés, elle n'a ni peur ni l'air surprise. Ce sont finalement des personnages qu'elle a inventés, et beaucoup lui offrent ce qu'elle n'a jamais eu. Par exemple, une mère. Merci. Belle imagine que le prince à l'intérieur l'emportera sur le comportement bestial de son mari, mais elle craint que la bête ne revienne et ne les poignarde dans le dos. C'est en fait très triste que la vie de Belle soit si incomplète, et que son mari soit si égoïste qu'elle ne puisse que rêver d'une réalité alternative où elle le réformerait et tomberait amoureuse de quelqu'un qui se soucie vraiment d'elle. Moana est devenue demi-déesse, mais à un prix. Notre princesse polynésienne Moana possède bien plus que sa force et sa volonté exceptionnelle. Selon un utilisateur de Reddit, StickUpKid, Moana pourrait en fait être une demi-déesse. Qui es-tu censé être? Pour comprendre cette théorie, il faut revenir au début du film, quand l'océan choisit Moana pour rendre le cœur de Te Fiti à Maui et sauver son peuple. Dans le cadre du processus de sélection, Moana est violemment projetée au milieu d'un terrible orage. Les détails de ce qui se passe là-bas sont flous, mais à son réveil sur l'île, la chanson De Rien est diffusée. Que cela signifie-t-il? Pour relier tous les éléments, examinons les faits. La chanson jouée est fortement associée au pouvoir que possèdent les demi-dieux. De plus, Elsa a été jetée dans une tempête de tonnerre. Il n'y a aucune chance qu'elle ait pu survivre, à moins qu'il ne s'agisse d'une intervention divine. Voici où cela devient intéressant. L'océan a pris la vie de Moana pour qu'elle devienne une demi-déesse. Même si ce n'est pas très convaincant, vu comment Maui est devenu demi-dieu, ce n'est peut-être pas si absurde. Maui a expliqué que lui aussi avait été jeté dans l'océan quand il était bébé. Cependant, les dieux l'ont sauvé et ressuscité comme demi-dieu, exactement comme pour Moana. Je pourrais regarder ça sans arrêt. Le concept de demi-dieu est cool, mais la manière dont Moana est devenue demi-déesse ne l'est pas. Elle a essentiellement perdu sa vie de fille normale et s'est vue confier ce fardeau écrasant à porter sur ses épaules. Le fait que sa jeunesse lui ait été arrachée donne une tournure sombre à l'histoire. L'affaire de la prison d'Elsa. Quand la Reine des Neiges est sortie, nous avons vu la confusion d'Elsa lorsqu'elle a été capturée par le prince Hans et s'est retrouvée dans une cellule de prison que nous avons appris plus tard être située dans le sous-sol du château. Nous partagions la confusion d'Elsa, mais pour une autre raison. D'où venait cette cellule? Quelles étaient ses origines? Un utilisateur anonyme sur disneytheory.com a proposé une théorie intéressante sur l'origine de cette cellule, accusant principalement Hans. Bien qu'il puisse y avoir plusieurs origines possibles, la plus plausible est que Hans a construit la prison pour enfermer Elsa et se sauver lui-même ainsi que le peuple d'une catastrophe imminente. Cependant, une théorie encore plus sombre et surprenante existe, mais elle reste valable. Et si c'était le propre père d'Elsa qui avait construit la cellule pour l'éloigner? Nous limiterons ses contacts avec les gens et nous cacherons ses pouvoirs à tout le monde. Maintenant, pour comprendre cela, nous devons nous rappeler quelques faits. Premièrement, il est tout à fait conscient du type de pouvoir que possède sa fille. C'est le seul à la prévenir sur le contrôle de son pouvoir et à lui conseiller de porter des gants. Mais le père d'Elsa
roi d'Arendelle, doit défendre son royaume malgré son amour fou pour elle. Les trolls l'ont averti qu'il existe un pouvoir qui menace l'existence même de son royaume. Se pourrait-il que ce soit sa propre fille? C'est le roi. Pour autant que nous sachions, le père d'Elsa croyait qu'il viendrait peut-être un jour où les pouvoirs d'Elsa pourraient représenter une menace pour le royaume. C'est pourquoi il a créé une cellule spéciale pour elle, où elle serait enfermée si ses pouvoirs devenaient incontrôlables. Apprendre que son père a peut-être pris une décision difficile est triste. De plus, la possibilité que son père ait pu comploter pour piéger sa propre fille est vraiment difficile à accepter. Oh, regarde, je me suis empalé. Qu'en penses-tu? Est-ce que l'une de ces théories a du sens? As-tu toi-même des théories sombres sur les princesses Disney? Fais-le nous savoir dans les commentaires sont ici dessous. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Mais surtout, reste malicieux.